Et si la trahison la plus mortelle ne venait pas de l'extérieur, mais du cœur même du palais présidentiel? Cette nuit-là, une tempête d'une rare violence s'abat sur Ouagadougou. Pourtant, derrière les murs épais du palais, la tension est plus lourde encore, presque irrespirable. Le président Ibrahim Traoré, les traités tirés par des nuits sans sommeil, tente de garder l'esprit lucide. La pluie martèle les carreaux, chaque grondement du tonnerre semble annoncer une menace, un présage. Depuis la révolution d'octobre, jamais la capitale n'a connu une telle atmosphère électrique. Des souvenirs de la chute de Sankara, il y a plus de 30 ans, flottent dans la mémoire collective. Des bruits sourds, des ombres mouvantes, le destin d'un peuple suspendu à chaque décision prise derrière des portes closes. Soudain, au plus fort de l'orage, une vibration sourde déchire le silence. Un téléphone caché, vieux de plusieurs années, est censé être détruit, vient de s'éveiller. 3 hommes seulement savaient qu'il existait. L'objet, enveloppé dans une toile cirée, était dissimulé dans un faux tiroir du bureau présidentiel, un reliquat des heures les plus sombres de la guerre civile. Aujourd'hui, 2 d'entre eux sont morts. Le troisième, c'est le colonel Diallo, jadis bras droit du président, désormais exilé et considéré comme traître. Sa voix, au bout du fil, est rauque, vibrante de peur et d'urgence. Il affirme être le seul à pouvoir sauver Ibrahim d'une mort imminente. Dans l'histoire du continent africain, combien de fois un ancien allié s'est-il révélé porteur d'un terrible avertissement? On se souvient du cas du général Mobutu, qui, en son temps, avait reçu l'appel d'un vieil ami lui signalant le danger, sans jamais réussir à le croire. Ibrahim hésite. Répondre à cet appel, c'est peut-être tomber dans un piège mortel, tendu par l'ennemi le plus rusé. Mais ignorer l'avertissement pourrait condamner non seulement le chef de l'État, mais la nation tout entière. Chaque seconde qui passe pèse comme une menace suspendue. En 1958, à Cuba, Batista avait ignoré un avertissement similaire, croyant à une manœuvre, et le prix à payer fut l'exil et la perte du pouvoir. Le président fait face à un dilemme impossible: accorder une ultime confiance à celui qui l'a déjà trahi, ou risquer de sombrer sous une trahison plus profonde, venue de l'ombre, peut-être même d'un proche, juste derrière une porte. Qui est le véritable ennemi? Le loup qui rôde dehors, ou celui déjà dissimulé parmi les siens? Dans cette nuit où chaque minute scelle le destin du pays, la frontière entre l'ami et l'ennemi s'efface, et la moindre hésitation peut tout faire basculer. On pense à Jules César, poignardé par ceux qu'il croyait les plus fidèles, ou à Patrice Lumumba, trahi au sein même de son gouvernement. L'histoire regorge d'exemples où la confiance mal placée devint fatale. Mais ce que le président ignore encore, c'est que chaque choix qu'il fera cette nuit va réveiller de vieilles haines et déclencher des alliances inattendues. Car à l'aube, aucun pouvoir ne sera plus ce qu'il était. Comme lors de la nuit des longs couteaux en Allemagne, où des amis de la veille devinrent des ennemis mortels en quelques heures. Ce n'est pas une simple crise. C'est l'instant crucial où un héros comprend que ses alliés les plus proches cachent peut-être ses pires ennemis. L'expérience du roi Léar, trahi par ses propres filles alors qu'il cherchait l'amour et la loyauté, illustre la cruauté de tels retournements. Ibrahim n'a pas dormi depuis plus de 2 nuits. Le poids d'un pays meurtri, encerclé, pèse sur ses épaules épuisées. Dans les couloirs glacés du palais, le silence étouffant lutte contre la rumeur croissante des armes et des rues en colère. Des cris lointains, des bruits de bottes, la tension s'accumule comme une charge explosive. Dans les années 90, lors du siège de Moscou, Boris Eltsine avait décrit une atmosphère similaire, où le moindre faux pas pouvait déclencher l'apocalypse. La tension est électrique, presque insoutenable. Chaque seconde sans information, chaque bruit suspect, rappelle à Ibrahim que la moindre erreur peut coûter sa vie et plonger la nation dans le chaos. Son destin, celui de ses proches, et celui de millions de citoyens se jouent maintenant. Il se souvient d'une maxime apprise dans sa jeunesse. Gouverner, c'est prévoir. Mais comment prévoir quand les cartes sont désormais brouillées? Mais soudain, une menace plus insidieuse que les rebelles surgit, la trahison au sommet. Un appel anonyme lui apprend qu'un complot se prépare. Et le pire, le traître n'est pas un ennemi venu de l'extérieur. Il est tout près, au cœur même du cercle présidentiel. Cette situation rappelle la chute de Salvador Allende au Chili, trahi par certains de ses généraux alors qu'ils croyaient leur loyauté inébranlable. Au même moment, un colis mystérieux franchit tous les protocoles et arrive au palais. Personne ne sait qui l'a envoyé ni ce qu'il renferme. Ibrahim exige qu'on le lui apporte immédiatement. La tension monte encore. Il ordonne une fouille minutieuse, se souvenant des attentats de la décennie noire en Algérie, où un simple colis avait suffi à décapiter toute une cellule de commandement. Dans le paquet, soigneusement emballé, repose un carnet. Les premières pages suffisent à glacer le sang du président. Des plans détaillés, des contacts, des notes codées. D'après ces révélations,
Le traître n'est autre que le général Sori, son bras droit, son frère d'armes, l'homme en qui il avait toute confiance. L'expression sur le visage d'Ibrahim se fige, comme celle de Jules César découvrant Brutus parmi ses assassins. Il ne reste alors que 9 heures avant que le coup d'État, sanglant et méthodique, ne soit déclenché. Le compte à rebours a commencé. Chaque minute qui passe rapproche le pays du gouffre. La situation rappelle la dernière nuit de Louis XVI à la prison du Temple, comptant les heures avant la sentence irrévocable. Un faux pas, une hésitation, et tout peut s'écrouler. La survie d'Ibrahim, de ses proches et de tout le pays ne tient plus qu'à un fil. Il doit agir sans délai. Mais à qui peut-il encore se fier ? Ibrahim rassemble en urgence ses conseillers les plus sûrs, cherchant des yeux le moindre signe de duplicité. Mais déjà, le doute s'immisce dans chaque regard, chaque silence. Dans le passé, lors de la crise ivoirienne de 2010, Laurent Gbagbo avait lui aussi cherché à deviner les intentions de son entourage, sans jamais pouvoir démêler le vrai du faux. Quand tout vacille, qui pouvez-vous réellement croire ? Cette nuit-là, une coupure brutale fait taire chaque lumière de Ouagadougou. Plus aucune lueur, plus un signal. L'obscurité avale la ville. Ce n'est pas une simple panne. Quelqu'un déjà infiltré a pris le contrôle. Des générateurs sont sabotés, les communications brouillées, les alarmes silencieuses désactivées. Les leçons de l'opération Entebbe en Ouganda, où le blackout avait permis l'approche des assaillants, résonnent dans l'esprit du président. Ibrahim Traoré saisit l'ampleur du désastre. La menace n'est plus dehors. Elle rôde dans les murs du palais, invisible et mortelle. Il sent le piège se refermer sur lui, trahi par ceux qu'il pensait fidèles. Il repense à la nuit du 23 février 1970, quand le président nigérian Yakubu Gowon dut fuir précipitamment, trahi par son propre chef d'état-major. Son téléphone frémit, mais les réseaux sont morts. Dans la nuit, un souffle à son oreille. Ils savent, tu dois partir. Kojo, son lieutenant loyal, l'attrape. Ensemble, ils changent d'habit, troquant l'uniforme contre l'anonymat. Dans un silence de mort, ils glissent dans les tunnels secrets sous la ville, abandonnant leur ancienne vie. Ce labyrinthe souterrain, vestige de l'époque coloniale, n'a servi qu'une seule fois auparavant, lors d'une évasion spectaculaire en 1962. Au bout du couloir, l'horreur se dévoile. L'objectif n'est pas seulement de renverser le président. Le plan vise le marché central, des centaines de civils, du sang versé pour semer la terreur et justifier une intervention étrangère. La vie des innocents, sacrifiée pour acheter le pouvoir. La stratégie rappelle la tactique du false flag utilisée lors du coup d'État de Pinochet ou, plus récemment, dans certaines crises africaines où la manipulation de la peur a permis de rallier l'opinion publique à une cause douteuse. Mais l'abîme s'ouvre plus loin encore. À la tête de la conspiration se tient le général Sori. Son mentor, guide depuis l'école militaire, chef de la sécurité présidentielle. Celui en qui il n'aurait jamais douté. Le seul vacille sous Ibrahim. Si Sori est l'ennemi, qui lui reste-t-il ? Les souvenirs affluent. Les campagnes passées ensemble, la confiance partagée dans les moments de doute, les serments d'allégeance répétés lors des fêtes nationales. Tout cela n'était-il qu'un mensonge ? Son sort dépend maintenant d'alliés fragiles. Kojo, l'homme de confiance, une secrétaire qui connaît tous les codes du palais, un colonel rival, exilé puis rappelé à la dernière extrémité. Chacun un pari risqué. Chacun porte ses propres blessures, ses propres ambitions. Peut-il leur confier le sort de la nation ? Le moindre faux pas, et cette nuit enterrera la liberté. S'il échoue à dévoiler le cerveau du complot, Ibrahim sera sacrifié comme traître, accusé d'atrocité, et le pays tombera sous la coupe de forces étrangères. Ce scénario fut déjà vécu par Kwame Nkrumah au Ghana, dont la chute fut orchestrée par une alliance d'intérêts étrangers et de proches collaborateurs corrompus. Dans l'ombre, alors que tout paraît perdu, un visage du passé émerge. Et cette apparition pourrait changer le cours de l'histoire. Au petit matin, Ibrahim doit choisir, faire confiance à ses nouveaux alliés ou tout risquer seul. Mais chaque minute compte, car l'ennemi est déjà prêt à frapper. Il se souvient de la parabole du samouraï et du renard. Parfois, l'allié inattendu détient la clé du salut. Comment choisir entre sauver une nation ou sauver un frère ressuscité des ombres ? La nuit pèse comme un couvercle sur Ouagadougou. Le destin de tout un peuple tient dans ce silence suspendu, juste avant le fracas. Sous une pluie torrentielle, un vieux pont métallique devient le théâtre du dernier acte. Ibrahim, trempé jusqu'aux os, fait face au chef de la terrible escouade de la mort et reconnaît stupéfait Thomas, son frère d'armes qu'il croyait tomber depuis plus de 5 ans. Le regard de Thomas, durci par la haine, n'exprime plus qu'une certitude glacée.
Ibrahim est à ses yeux le traître, égaré par Sori. Toute l'histoire qui les liait a volé en éclats. Pour Thomas, il n'y a plus ni amitié, ni hésitation. Il ne voit qu'un ennemi à éliminer, pour la patrie, quoi qu'il en coûte. Un tel affrontement rappelle la rivalité tragique entre César et Pompée, ou, plus proche de nous, les frères ennemis du Nigeria lors de la guerre du Biafra. Entre eux, la tension est presque palpable. Une frontière invisible les sépare. D'un côté, la fidélité à la République, de l'autre, la fraternité née dans la boue des anciens combats. Mais tout autour, des centaines de civils attendent, otages du choix d'un seul homme. Ibrahim doit-il presser la détente, sacrifier ce lien pour sauver la ville, ou céder à l'hésitation et laisser les innocents sombrer dans le chaos? Cette scène évoque le dilemme de Churchill lors du Blitz, sacrifiant Coventry pour sauver Londres. Le temps s'arrête, puis une détonation fend la nuit. Dans la seconde, une série d'explosions secoue le pont. Cris, fumée, confusion. La ville vacille. Ibrahim sonné s'effondre. Il sent des mains le traîner, désarmé, capturé par les rebelles. La République chancelle à l'orée du gouffre. Le sacrifice semblait inévitable, l'espoir brisé. L'ombre de la tragédie d'Ankara, où des civils furent sacrifiés pour une cause politique, plane sur la scène. Mais dans la clarté sinistre des projecteurs, une vérité plus glaçante s'ébauche. Ni Sori ni Thomas n'étaient les véritables maîtres de cette nuit d'horreur. Depuis l'ombre, Kofi, le discret ministre, a manipulé chaque camp, chaque trahison, tissant sa toile avec une patience de serpent. Un civil, invisible, qui a choisi la corruption plutôt que le courage. Il incarne le mal insidieux, celui qui prospère dans l'ombre des puissants, à l'image de Richelieu tirant les ficelles du royaume de France. L'honneur, la fraternité, l'avenir du pays tout entier reposent désormais sur la prochaine décision d'Ibrahim, seul dans l'obscurité, là où nul ange ne viendra le sauver. Il n'a plus d'alliés, plus de certitude, seulement la force de son engagement et la mémoire des sacrifices consentis. Ibrahim n'a plus qu'une poignée de secondes pour comprendre qui manipule vraiment les fils, et s'il lui reste assez de force pour retourner la partie. Dans les ténèbres, chaque choix pèsera sur le destin de la nation. Dans l'histoire récente, les présidents du Mali et de la Guinée ont vu leur destin basculer en quelques minutes, faute d'avoir su démasquer la main cachée. La menace suprême n'est pas venue de l'extérieur. Elle a germé là où nul n'osait regarder, dans l'ombre du cercle intime, au cœur des ambitions cachées. L'une des leçons de l'affaire Dreyfus en France fut justement que l'ennemi se cache parfois sous les traits les plus familiers. Face à Ibrahim, Kofi dévoile enfin son véritable visage. Son engagement n'a jamais été porté par l'amour du pays ni par une quelconque idéologie. Ce qui l'a poussé, c'est une faim insatiable de pouvoir et la tentation de l'argent facile. Les aveux le tombent, aiguisés comme des lames. Il a vendu des secrets d'État, retourné les alliances et fait prospérer son clan tandis que la nation s'effondrait. On se souvient des révélations de Wikileaks qui avaient secoué des gouvernements entiers, révélant la corruption au sommet. Mais Kofi ne se contente pas de trahir. Il va plus loin, glissant une proposition sordide à Ibrahim, sauver Thomas, ce jeune officier capturé, à une seule condition. Ibrahim devra confesser publiquement un crime imaginaire, souiller son nom devant tout le peuple, répandre un mensonge pour préserver une paix factice. C'est un marché toxique. Accepter revient à sacrifier la vérité et se plier au chantage. Refuser, c'est risquer la mort d'un innocent et la sienne. Ce dilemme rappelle celui de Socrate, sommé de choisir entre la compromission ou la mort. Un silence lourd s'installe. Ibrahim sent le poids du dilemme, tout céder pour préserver une vie ou tenir bon face à la manipulation. Il comprend alors que la véritable force ne réside ni dans les armes, ni dans les discours, mais dans la lucidité et la fidélité à ses principes. Il refuse le marché. Son intégrité n'est pas à vendre, même si le prix s'avère terrible. C'est alors que l'imprévu frappe. Le colonel Diallo, longtemps perçu comme l'adversaire, surgit au moment où tout semble perdu. Dans un élan de courage, il s'interpose entre Ibrahim et la dernière perfidie de Kofi, mettant sa propre vie en balance. Par ce geste, il rappelle que la loyauté véritable peut encore survivre, même dans la nuit la plus noire. Des actes similaires ont jalonné l'histoire, comme ce garde du corps de Nelson Mandela qui, au péril de sa vie, déjoua un attentat en 1994. Au petit matin, la vérité s'impose. La menace la plus insidieuse n'était pas tapie au dehors, mais dans la cécité face à la corruption des proches. La vigilance et la droiture ont un prix, parfois exorbitant, mais sans elles, la nation court à sa perte. Un peuple qui se laisse aveugler par le confort des habitudes finit toujours par s'effondrer, comme Rome sous les coups des barbares. Ce soir-là, le pays n'a pas sombré.
Pourtant, une question lancinante persiste. Qui veillera sur les gardiens lorsque même la lumière peut être dévoyée par l'ombre? Ibrahim, désormais marqué par la trahison, doit choisir comment affronter les conséquences et rassembler un pays meurtri par le doute. Mais certains secrets refusent d'Ul de rester enfouis. Il convoque une commission d'enquête, promet la transparence et engage une réforme profonde des services de sécurité. Il sait que la route sera longue, semée d'embûches, mais il n'a pas d'autre choix. Il s'inspire de l'exemple de Mandela, qui, sorti de 27 années de détention, avait su pardonner sans jamais oublier la nécessité de la vigilance. Dans les couloirs obscurs du pouvoir, chaque doute pèse plus lourd qu'un secret. Le véritable héros n'est pas celui qui ne tremble jamais, mais celui qui ose remettre en question ses propres certitudes, même quand tout l'y pousse. Il se rappelle la leçon de Lincoln. Presque tous les hommes peuvent supporter l'adversité, mais si vous voulez tester le caractère d'un homme, donnez-lui le pouvoir. La nuit s'efface à Ouagadougou, mais dans le palais, une tempête bien plus insidieuse couve encore. Ibrahim Traoré, au sommet de l'État, découvre que le danger ne porte pas toujours le visage de l'ennemi attendu. Ceux qui dînaient hier à sa table cachent parfois les desseins les plus obscurs. Il institue des séances hebdomadaires de réflexion collective, invitant ses ministres à débattre ouvertement de chaque décision pour prévenir toute dérive autoritaire. Ce n'est plus seulement une histoire de trahison, mais une alerte. La véritable corruption ne crie pas, elle s'insinue, muette dans la routine et les regards familiers. Elle naît dans ces silences trop longs, dans la confiance offerte sans prudence, dans l'habitude qui endort la vigilance. Pour éviter de sombrer, Ibrahim met en place un système d'alerte, inspiré du modèle scandinave, qui encourage chaque citoyen à signaler les abus, petits ou grands. Ibrahim aurait pu détourner les yeux, céder à la facilité, ignorer les signes. Mais il comprend à cet instant que chaque miette de naïveté, chaque aveuglement, coûte bien plus cher que toutes les menaces étrangères réunies. La solidité d'une nation ne réside pas dans la force de ses frontières, mais dans la lucidité de ceux qui la dirigent. Il convoque une assemblée citoyenne, donne la parole à ceux qu'on n'entend jamais, et inscrit l'autocritique au cœur de la vie politique. Ce soir, la vérité frappe. La loyauté, c'était plus rare encore que le courage, et le plus grand péril vient souvent de l'intérieur. Lorsqu'on cesse d'interroger ce que l'on croit savoir, lorsqu'on laisse s'installer la corruption, tout s'effondre, la liberté, l'avenir, l'espoir. Ibrahim lance un appel solennel à la jeunesse, leur rappelant que la vigilance est le premier devoir du citoyen. La responsabilité de voir, d'oser questionner, appartient à tous. Fermer les yeux, c'est déjà trahir. Restons vigilants, car c'est souvent dans l'ombre la plus familière que se cache la main qui précipite la chute. Il fait appel à l'exemple des sociétés traditionnelles où chaque ancien avait pour mission d'alerter la communauté et propose de renouer avec ses pratiques. À l'aube, une question demeure, brûlante. Qui saura demain reconnaître le signal d'alarme avant qu'il ne soit trop tard? Pour vous, citoyens, il existe des gestes concrets. Apprenez à détecter les signes de la corruption. Un fonctionnaire qui s'enrichit soudainement, un chef qui refuse la transparence, des décisions prises sans consultation. Exigez des comptes, participez aux assemblées, osez poser les questions qui dérangent. Participez à la vie civique, surveillez les dépenses publiques, signalez les irrégularités. Formez-vous à la citoyenneté active, inspirez-vous des mouvements de vigilance en Islande ou en Tunisie. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas unique. Elle se répète sans cesse partout où la confiance devient routine, où le pouvoir s'endort. Mais elle peut aussi devenir un modèle, celui d'un homme qui a refusé de sacrifier la vérité, même au prix de sa propre paix. Elle nous rappelle que le premier rempart contre la trahison, c'est la conscience éveillée de tout un peuple. Que cette nuit d'orage à Ouagadougou serve d'avertissement. La démocratie n'est jamais acquise. Elle se défend chaque jour, dans la lumière comme dans l'ombre. Veillez, questionnez, osez voir au-delà des apparences, car c'est ainsi, et seulement ainsi, que l'aube viendra sans trahison.